Il y a un appétit énorme pour l'intelligence artificielle d'une façon générale, comme l'a dit Madame de Villers. Il y a un tiers des grandes entreprises aujourd'hui qui ont déjà des projets d'intelligence artificielle, hein. C'est une étude qu'on avait menée avec IDC, alors que ce soit des proof of concept ou des vrais projets. Donc ça va de l'agent conversationnel, de la maintenance prédictive avec les objets connectés, de l'automatisation des tâches, les services cognitifs, tout ça d'ailleurs pouvant être liés et apporter des services. Donc le RPA fait partie de ce trend qui est important, notamment pour améliorer l'optimisation des services et l'optimisation opérationnelle d'une entreprise. Donc tout le monde réfléchit à ça. Il y a des moyens effectivement d'automatiser des tâches, de gagner en productivité, de recentrer les gens qui font des tâches peut-être administratives avec moins de valeur sur des tâches à plus de valeur ajoutée, sur des services clients qui sont plus efficaces. Et donc aujourd'hui, on voit les entreprises qui s'intéressent énormément à ça pour justement notamment améliorer tout leur back-office, tout leur système de RH, etc. pour avoir des tâches qui sont faciles à mettre en œuvre, parce que c'est ça qui est important dans le RPA, c'est ce que vous disiez, c'est que c'est très facile à mettre en œuvre, c'est pas comme un projet IT, c'est facile à mettre en œuvre, c'est facile à répliquer, et le ROI, donc le retour sur investissement, est immédiat en termes de gains, notamment de productivité. Ça permet effectivement de recentrer sur d'autres tâches pour les employés. D'accord, donc aujourd'hui, on parle vraiment d'une tendance de fond qui va s'immiscer dans la stratégie des entreprises et non pas d'un effet de mode? C'est pas du tout, c'est pas du tout un effet de mode, non. C'est vraiment une tendance de fond. Tout ce qui est autour de l'IA a été bien dit, et le RPA pareil. Ça va aller très 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 vite maintenant. Toutes les entreprises s'y intéressent, toutes les entreprises ont besoin d'innover, et on est sollicité, j'imagine vous aussi, tous les jours par des entreprises sur des projets d'innovation autour de l'intelligence artificielle, autour du RPA. Comment améliorer encore une fois la façon dont on travaille, comment améliorer les services, comment automatiser des tâches, comment gagner en efficacité opérationnelle. Donc c'est vraiment un mouvement de fond qui est lancé, qui ne va pas du tout s'arrêter. Alors, de quelle manière vous accompagnez les entreprises sur la RPA? Concrètement, comment vous les aidez? Est-ce que vous les aidez à trouver une stratégie de base? Est-ce qu'ils arrivent déjà avec une stratégie préétablie? Comment ça se passe? Nous, on démarre, et ça a été dit à l'instant par Guillaume, par déjà une réflexion sur la transformation digitale. Voilà, où en est l'entreprise, où elle est dans sa transformation digitale, comment elle peut améliorer ses services, comment elle peut améliorer son organisation opérationnelle, son efficacité, sa relation client, etc. Donc on travaille souvent avec ce qu'on appelle les digital advisors, donc vraiment sur des workshops autour de la transformation digitale. Et puis après, on rentre, à partir de là, on trouve des sujets effectivement clés dans l'entreprise, et le RPA arrive très rapidement en termes d'efficacité opérationnelle, comme je l'ai dit. Et là, c'est en général ce qu'on appelle des proof of concept, donc des tests, des pilotes qui sont faits. On s'appuie bien sûr sur des entreprises spécialistes comme UiPath. Donc voilà, donc ça part par une réflexion sur la transformation digitale, ce qu'on veut faire, les process, la façon dont on veut travailler, et après très rapidement sur un test, une maquette pour voir. Mais c'est vraiment la maquette enfin, je crois qu'on peut remplacer très rapidement 3-4 employés dès qu'on déploie un robot en RPA. Donc le ROI est tellement évident qu'après ça va très très vite. Alors, on abordera la question des emplois tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez qu'il faut également revoir entièrement tous les process métiers, toute la formation des collaborateurs quand on adopte en fait la RPA? Est-ce que ça remet en cause en fait tout le fonctionnement interne des entreprises? Tout le fonctionnement, non. D'abord, la RPA ne s'applique pas à tous les process. Je pense que Madame de Villers l'a bien dit. Il y a quand même l'être humain est toujours présent et il y a besoin. Après, effectivement, on peut mélanger agent conversationnel, plus robot, plus service cognitif, et faire des cas d'usage très intéressants. Moi, je vais citer un cas d'usage qu'on a fait, par exemple, pour le McDonald's, parce que ça va parler à tout le monde. Aux États-Unis, le drive-in, où il y a un taux d'erreur très important, parce que entre le bruit dans la voiture, le bruit à l'extérieur, la personne qui prend la commande, les enfants qui crient à l'arrière, le changement, etc., il y avait un taux d'erreur très important. Et puis en plus, la personne qui est derrière son micro et qui essaye de comprendre la commande dans la voiture, c'était pas évident. Donc c'est agent conversationnel, donc chatbot, avec derrière de l'intelligence artificielle, et donc un robot qui réduit le son, les bruits de fond, qui fait du speech to text, qui met tout ça de façon automatique dans les menus McDonald's, qui envoie tout ça en cuisine. On est passé d'un taux d'erreur de 30% à 10%. Et en plus de ça, ça veut dire que les gens qui étaient derrière à faire un métier peut-être pas très excitant se réorientent sur d'autres métiers au sein de McDonald's, et on gagne en production. Donc c'est vraiment du cas d'usage, mais ça ne transforme pas tous les métiers. Il faut réfléchir cas d'usage par cas d'usage. Ça va transformer certains métiers, d'autres métiers pas du tout. Et surtout, ça va permettre, il faut réfléchir par contre
quand on transforme les métiers, c'est une conduite du changement. On ne peut pas mettre de l'intelligence artificielle ou changer un processus métier sans penser à la conduite du changement qu'on va faire en interne, sur la façon de travailler, sur les gens à qui on va changer le métier, sur quel type d'autres métiers on va les mettre, parce que du coup, on peut les mettre sur des métiers qui améliorent notamment le service client, etc. Donc il y a quand même toute une réflexion. Le RPA ne va pas infuser tous les métiers de toutes les entreprises, mais il y a une vraie réflexion sur la conduite du changement d'entreprise. C'est obligatoire, et sur justement la formation des gens et la façon dont ils vont travailler avec les nouvelles technologies. Alors, Nicolas, vous êtes directeur support aux opérations de Manpower France et le groupe a déjà intégré l'automatisation sur certains métiers. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle était la problématique de base et pourquoi avoir justement choisi la RPA plutôt que l'externalisation ou d'autres autres ? Oui, alors effectivement, nous parlons des équipes back-office et middle-office de Manpower en France, que j'ai le plaisir de piloter. Ces équipes, depuis maintenant 2010, utilisent les principes du lean management avec un certain succès et des gains de productivité à la clé, réguliers. Mais on a pu observer, après quelques années de pratique, que ces gains de productivité avaient un peu tendance à s'essouffler. Et donc, il fallait trouver d'autres relais dans notre recherche de gains de productivité. La RPA s'est rapidement imposée à nous comme une des solutions. Pour être précis par rapport à votre question, nous nous sommes lancés au début de l'été dernier. Donc, c'est relativement récent. Et pour autant, avec des résultats qui sont venus assez rapidement. Alors justement, quels étaient justement les objectifs de base et quels ont été les résultats? Est-ce qu'ils ont dépassé vos espérances déjà ou pas encore? Alors déjà, il y a eu un phénomène de curiosité au lancement de la RPA et une bonne surprise. La première bonne surprise pour moi, en tant que manager opérationnel, c'était de découvrir que cette technologie était facilement accessible, facilement implémentable, dans des délais plutôt courts, avec un ROI intéressant, très intéressant, et avec une dépendance finalement sur nos systèmes d'information plutôt faible. Et ça, c'était une bonne surprise. Nous sommes une grande maison. Pour citer quelques chiffres, chaque mois, nous éditons 150 000 bulletins de salaire où nous formons chaque année 40 000 intérimaires, donc tout de suite avec des volumétries importantes. Et forcément, nos systèmes d'information sont un peu lourds, pas toujours aussi agile que ce que je souhaiterais. Et la bonne surprise, c'était justement le fait de ne pas être dans un projet classique qui va prendre des mois et des mois avant d'atterrir, mais d'être dans quelque chose de plus souple à installer, parce que non dépendant des systèmes d'information existants. Alors, quels ont été les écueils rencontrés et comment vous les avez surmontés ? Alors, je vais peut-être tourner la question ou ma réponse de façon un peu plus positive, comment on les a évités. Alors, d'abord, ceux que j'avais imaginés et qui ne sont pas venus. Je m'étais dit qu'un certain nombre de difficultés allaient venir des équipes de production en back-office. Eh bien, pas du tout. En prenant quelques précautions et en prenant notamment des précautions en matière de trajectoire sociale, il n'y a pas eu ces effets négatifs. Pourquoi ? Parce que nous avons évité d'utiliser le mot robot. Nous avons utilisé chez Manpower le mot assistant virtuel. Et l'assistant, c'est quelqu'un qui vient aider. C'est quelqu'un qu'on supervise, mais qui vient nous aider et qui évite certaines tâches qui sont rébarbatives, chronophages, qui ne nous plaisent pas beaucoup. Et en tant que collaborateur en production, on peut se dire, j'ai un assistant virtuel qui vient m'aider et qui me permet de me concentrer sur des tâches que j'estime plus intéressantes. Donc c'est plutôt très bien passé du côté des équipes de production. Là où ça a été un peu plus compliqué, et je ne l'avais pas forcément anticipé, c'est avec les équipes IT, puisque nous avons souhaité, je pense que c'est un facteur de succès, intégrer les automaticiens dans les équipes métiers, au plus près des équipes qui sont en production. Pourquoi ? Parce que les gains se découvrent au fur et à mesure en étant au plus près des équipes qui sont en production. Quels sont aujourd'hui vos objectifs ? Est-ce qu'ils ont été rehaussés justement après les bons résultats que vous avez eus avec l'automatisation ou est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres là-dessus ? Alors, avant de venir, j'ai été un peu briefé par notre service de com qui m'a dit surtout ne donne pas de chiffres. Bon, je vais quand même vous en donner quelques-uns. Le payback que nous avions estimé était de 5 mois. Donc on est vraiment sur quelque chose de très significatif et de très rapide. Donc quand vous passez devant
un comité qui doit décider d'investissement, en général, les yeux s'ouvrent assez rapidement quand vous présentez ce type de payback rapide. Donc oui, un bon niveau de retour sur investissement. Pour ce qui concerne les bonnes surprises, eh bien c'est au fur et à mesure du déploiement auprès des équipes, ce sont les équipes elles-mêmes qui nous disent « mais vous n'avez pas pensé à ce processus-là, et ce processus pourrait être automatisé ». Et donc, en avançant, on découvre de nouveaux processus à automatiser ou qui sont éligibles à l'automatisation. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est important d'avoir les automaticiens au plus près des équipes, comme des collègues qui sont à côté et qui vont aider à automatiser.